Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission bi-hebdomadaire de cinéma par vos potes. Bienvenue dans DCP, une émission proposée par Wishing Light Channel et Cody Baby Ghost. Et je suis entouré de mes potes. Bonjour les cieux. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va. Y a une voix qui manque. Oui. Ouais, je sais pas, ouais. C'est bizarre, il manque quelqu'un. Attends. Ouais. Attends, j'essaye. Terrence Malick, à 24. Ah, je sais pas, il manque quelqu'un. Oh, Fred, où tu es, Fred? Fred, où es-tu? Et bah voilà, messieurs, nous avons perdu Fred. Juste pour cette émission, je vous rassure. On l'a perdu à Rennes. Mais en attendant, je suis entouré de Julien et de Jérémy. Bonjour. Bonjour, ça va très bien. Nous sommes au mois de décembre, période de fête, de joie, d'amour et de famille. Mais côté cinéma, on parle de crise sociale dans les banlieues avec Bâtiment 5 et de dépression au Japon avec Perfect Days. Yeah. Ouais, l'ambiance. Mais on va quand même un peu s'amuser parce qu'on a des jeux, des chiffres, un joker par Jérémy. Oui, heureusement que c'est pas Fred qui l'avait. J'avoue. Oh, moi, je vous aurais trouvé un joker, genre les cheveux des Vikings dans... Oui, on sait c'est quoi ton projet. C'est prévu. On sait. Non, j'ai d'autres projets de joker. Mais avant ça, messieurs, les actus. Comme d'habitude, chacun va nous dire une actualité qui l'a marqué. Et on va commencer par Jérémy. Pour moi, c'est les sorties de plusieurs trailers qui sont sortis récemment, que ce soit dans l'univers de la série, entre le trailer de la saison 2 de House of the Dragon, que personnellement je n'ai même pas vu et que je m'en fous royalement. Ou de la nouvelle série Mr. and Mrs. Smith avec Donald Glover et Maya Erskine que Julien avait évoqué la dernière fois. Que ce soit au niveau jeux vidéo avec les trailers de GTA 6 ou encore de Jurassic Park Survival. Mais niveau cinéma, ça a été aussi fourni parce que dans les derniers jours, on a quand même eu le droit à un certain nombre de trailers, dont 2 du même studio, Warner Bros. Et en fait, pourquoi j'ai envie de m'attarder sur ce studio? Parce que ce studio a sorti quand même 2 trailers en très peu de temps d'un film qui a l'air totalement ouf, qui s'appelle Furiosa, et d'un film qui a l'air claqué au sol, qui s'appelle Godzilla X Kong The New Empire. J'ai vu les 2 bandes annonces. La bande annonce de Furiosa, elle donne vraiment du rêve, et tu sens qu'il y a une vraie patte artistique dès le trailer. Sur la bande annonce de Godzilla X Kong, t'as l'impression que les FX sont pas finis, bon, ce qui est un peu normal, mais t'as l'impression que le film est tout bonnement nul, et que c'est de la bouillasse numérique comme Hollywood sait nous en produire depuis quelques années, là, mais... Ça juge sans voir le film. Ouais, mais on rappelle que le trailer c'est censé être un argument marketing, donc du coup si ton trailer me donne pas envie de voir le film, c'est qu'il y a un souci. Julien? Eh bien, si on se serait appelé des jeux vidéo et des potes, je me serais attardé sur le trailer de GTA 6, mais ne changeons pas de sujet, restons dans le cinéma, puisque un nouveau biopic a été annoncé, et cette fois ce sera sur Amy Winehouse. Donc ce biopic va s'appeler Back to Black, en référence à son album de 2006, qui était son album le plus vendu et aussi son dernier album de son vivant. Et ce film sera réalisé par Sam Tyler Johnson, qui avait déjà réalisé un biopic sur John Lennon, mais qui est surtout connu pour 50 nuances degrés, putain. Je me disais bien, ouais. Eh oui. Et dans le rôle principal donc, de Amy Winehouse, on aura l'actrice Marissa Abela, donc, qui est surtout connue pour avoir joué dans des séries, notamment Industry et Cobra, et qui avait fait une brève apparition dans Barbie, et sortie prévue avril 2024. Il y avait trop d'apparitions dans Barbie pour que je m'en souvienne. Oui, c'est vrai. Avril 2024, c'est proche. Oui, c'est très proche. C'est dans 5 mois. C'est ça. Moi, mon info, les gars, c'est Nicolas Cage qui a annoncé qu'en fait, il prévoit une fin de carrière imminente pour lui. Il considère qu'il a plus que 3 ou 4 films dans le collimateur. Alors, il arrête pas une carrière d'acteur, il arrête une carrière au cinéma. Parce que ce qu'il veut faire maintenant, c'est de la série. Et il cite Bryan Cranston justement dans ses inspirations. Alors je vais citer directement Monsieur Cage. J'ai vu Bryan Cranston regarder fixement une manette pendant 1 heure dans un épisode de Breaking Bad. On n'a pas le temps de faire ça dans un film. Peut-être que la télévision est la prochaine étape pour moi. Donc voilà, Nicolas Cage. On peut le retrouver bientôt dans Dream Scenario, qui a l'air vachement drôle. Ouais. Mais visiblement, il faudra le compter parmi les derniers films de Nicolas Cage. Globalité, la carrière de Nicolas Cage au ciné, c'est du bon et du moins bon, comme pour tous les acteurs, je veux dire. On lui souhaite alors une très bonne carrière très bonne télévisuelle. Carrière, alors, et de très bonne carrière télévisuelle. Mais moi, mon ressenti par rapport à Cage, par contre, c'est que j'ai l'impression que la fin de sa carrière est vachement tournée vers l'autodérision. Déjà, il y a le talent en or massif, qui est merveilleux, mais qui est juste un merveilleux pastiche sur soi-même. Et maintenant, Dream Scenario qui a l'air complètement débile. Tu sens que Cage, il se fout un peu de sa gueule. Mais il a quand même joué dans des putains de films, il faut le dire. Voilà. Et rien à voir, mais Hideo Kojima et Jordan Peele vont faire un jeu vidéo ensemble. D'où t'as 2 news, toi? Parce qu'il nous manque quelqu'un. Il fallait que je choisisse entre ces 2 infos. Non, mais c'est tout ce que j'ai à dire, juste Kojima, Jordan Peele. Bref, trêve d'actualité, messieurs. Nous passons aux chiffres de Jérémy. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des chiffres de Jérémy. Et donc certes ça fait pas longtemps que je vous ai fait jouer avec ce jeu, mais j'avais bien aimé l'idée, donc je vous repropose d'y jouer. C'est les jeux des chiffres dans les titres de films. Donc vu que Fred est pas là, il pourra pas se plaindre de pas gagner. Donc je vous rappelle les règles, donc c'est la même base de questions que la dernière fois. Ça change pas. Et vous avez le droit de me couper la parole comme des gros sagouins si vous estimez que vous avez la bonne réponse. C'est l'heure du duel.
entre Owen et Julien. Les deux meilleurs au jeu des chiffres. Oh mais attendez, moi je m'attendais à ce qu'on charrie Fred, mais pas qu'on l'humilie de la sorte sans... Ouais, la dernière fois, il m'a insulté. Hein. La dernière fois, ça gère. Oui, mais t'étais en face de lui pour prendre, tu vois. Oui, là, mais moi, j'ai rien dit de méchant sur Fred, là. Là, il va découvrir ça quand ça sortira, il va se dire, mais... Oh. Alors, je pense que le niveau est un peu plus relevé que la dernière fois, quand même. J'ai essayé, mais on va voir si vous êtes des fins connaisseurs. C'est l'histoire d'un mec qui se fait offrir un livre et qui psychote dessus. Le nombre 23. Enfin, le chiffre. Le nombre 23, Ok. bien joué, bien joué. Premier point pour Owen. C'est l'histoire d'une famille qui échappe à la fin du monde. Oh, ce blanc, il est... Il y a beaucoup de films avec des familles qui échappent à la fin du monde, en fait. Mais enfin, 28 jours plus tard 2012. 2012. On l'avait en déjà effet. dit 28 jours plus tard. Ouais, c'était... Bah oui, j'ai pas repris les mêmes films que la dernière fois, quand même. C'est l'histoire d'un groupe de gars qui aident des villageois qui sont attaqués par des pillards. Le 13e guerrier. Par des pirates ou des pierres Des pillards. Ah, des Ah, pillards. les 7 samouraïs. Bien joué. C'est l'histoire d'un groupe de personnes qui se retrouvent d'un seul coup à voir leur corps qui change. J'allais dire Chronicle, mais il n'y a pas de chiffre dans Chronicle. Ah Leur corps qui change, tu vois, donc c'est limite corporel, c'est du David Cronenberg, mais il n'y a pas de film avec Cronenberg dans un chiffre dedans. Les Chronicles, vous êtes dans l'idée, quoi. Il se mord la lèvre de réflexion, là. Vous êtes dans l'idée parce que c'est dans ces années-là, ça, Dans ces années-là. ça parle de... Pareil, de trucs de pouvoir, un peu... Les X-Men. Bah, il est où C'est- il est où le Il y a un chiffre chiffre. Il y a Il est où le X, chiffre 10. Les 10 semaines. Les 10 semaines. Je ne sais pas. Un indice, monsieur CMB. Hein Oh putain, vous savez pas c'est quoi l'acronyme de ça? CMB. C'est la pas CBM, pardon. Vous connaissez pas cet acronyme-là? Non Comic Book Movie. Ouais, ah, ok, Ah. c'est un Donc on est bien dans l'idée des super-héros. c'est un film de super-héros avec des gens. Mais j'aurais pensé les nouveaux mutants, mais non, du coup. Bah, X-Men Mais non, il y en a d'autres des groupes. Surtout un avec un chiffre, quoi, merde. X-Men 2 Les Y a cas pas de suite. fantastiques. Voilà, putain, enfin. Oh là 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 là. C'est l'histoire de mecs qui se retrouvent dans une taverne au beau milieu de la montagne, ça va partir en couille. Un film avec des chiffres et des couilles. Chiffrer des couilles. Le nouveau jeu de l'après-midi sur France 3. Bah, on va te redemander un nouvel indice, monsieur. Parce que... Alors, réalisé par un réalisateur. Oui, réalisé par un réalisateur, oui, en effet. Ça se tient. Ça se tient. Ça se tient. Qui est en train de préparer son prochain film, là, qui sera potentiellement son dernier. Donc c'est un très vieux monsieur. Non, non plus, Un mais c'est vétéran un de la mec caméra. qui estime que son prochain film, ça va être le Oh, dernier. putain, Ah. je sais. Euh, Je sais. Dolan. Non, je sais de qui il parle, mais si je te le dis, tu vas trouver avant moi. Les 8 Ouais, salopards. bah putain, enfin. Ah, mais oui Tarantino. C'est vrai qu'il y a des couilles dans Les 8 salopards. C'est l'histoire d'un gosse qui essaye de se reconstruire dans un Berlin d'après-guerre. Ah ouais, non mais vraiment, je crois que Faut le le niveau temps que était ça trop vienne. là. J'étais en train de savourer le silence, là, en fait. Le niveau était peut-être trop compliqué. en vrai. Attends. Il y en a pas des vingtaines de films, quand même, qui se passent dans le Berlin d'après-guerre. Après, je sais pas si vous connaissez le film, ça se trouve, j'ai pris le film alors que vous le connaissez pas. C'est pas un film américain, c'est un film allemand. Ouais, c'est un film européen, ouais. Européen. Ah. Vas-y, c'était quoi? Allemagne année 0. Putain, c'était ça. Ah, Bah, ouais, c'est un c'est point ça. pour moi du coup, attends, je vous ai piégé, Et c'est un point pour C'est moi. Allemagne année 0 et ça fait référence à Rome ville ouverte. C'est ça. Ouais, parce que Voilà, j'avais Rome ville ouverte en tête, mais Allemagne année 0, j'arrivais plus à le trouver. Et non, c'est pas Fellini, c'est. J'ai oublié le nom du réal. pardon. Je crois que c'est Rossellini. Ah oui, c'est ça. Qui est, si je dis pas de bêtises, celui qui a fait Stromboli. Mais c'est fou parce que je pensais à Rome ville ouverte, mais genre, il y a pas de chiffre dans Rome ville ouverte. Ouais, Du mais coup, Allemagne année 0, c'est un peu le penchant allemand de Rome ville ouverte. Du coup. Ah, ça, je connais pas. Alors, c'est peut-être un peu plus facile celle-là. C'est l'histoire d'un mec anglais qui aime bien une femme américaine, mais il la voit que lors de certains événements. Oh merde Ça fait beaucoup, là J'ai envie de penser à un film avec Johnny Depp et Vanessa Paradis, mais... Non. Alors c'est vraiment, dans le film, c'est important. Enfin, c'est important. C'est noté par les personnages que c'est un mec anglais et que c'est une femme américaine. Je tiens à le préciser. Comme beaucoup de romances dans ce monde. Ouais. Alors je vous aide dans le titre. Il y a 2 chiffres. C'est pas le numéro de l'avion, par hasard? Alors il y a pas d'avion dans l'histoire. Hein. Oh, zut alors. Film anglais du coup. Réalisé par un mec qui a fait un des films de la franchise Harry Potter. Chris Columbus. Non, c'est pas celui-là. Mike Newell? Ouais. 4 mariages à un enterrement. Ouais. Oui, Bien joué. on y est. 4 mariages et un enterrement. C'est l'histoire de cinéastes qui réfléchissent à l'avenir de leur art. Un peu tous les films qui sortent en ce moment. Ouais. Oui, mais c'est vraiment en fait, j'aurais peut-être dû préciser, dans une chambre d'hôtel. Putain, c'est un film de Jean-Luc Godard. Non, alors il y a de Jean-Luc Godard dedans, mais c'est pas de Jean-Luc Godard. Attends, il y a Jean-Luc Godard dedans? Tu Bah penses au oui, il mépris. fait partie des cinéastes. Tu penses au mépris, mais c'est pas ça. Non, mais... Il y a un film qui s'en inspire qui va sortir dans pas longtemps. Ah, mais j'ai même pas de film Je avec pensais à Jean-Luc Godard. 8,5, mais il n'y a pas Jean-Luc Godard dans 8,5. C'est un documentaire.
Ouais, mais là, j'ai pas du tout de documentaire en tête avec Godard. Documentaire avec Godard, ça me dit quelque chose en plus. Ça me parle, mais le titre ne vient pas sur ma Je langue. suis trop corsé, c'est pas possible. Tu nous as surestimé. T'es allé chercher loin. Deuxième point pour moi, ça veut dire, parce que vous l'avez pas, c'était Non. Chambre 666. Ah, tu vois, je connaissais de nom, mais je l'aurais pas trouvé. C'est l'histoire de sœurs et il y en a une qui disparaît. Two Sister. Non. T'as le deuxième mot qui est bon, mais c'est pas le bon chiffre. Hein Attends. Deux sœurs, une sœur qui disparaît, il y a un chiffre. Non, deux sœurs, DE, pas DEX, sinon ça aurait été trop simple. Ah, 9 sœurs alors. C'est pas alors. 9 Sisters, un truc comme ça, c'est pas ça? Non, c'est pas Nine. 8 Non. 7 Seven Sisters. J'ai l'affiche du film, mais à chaque fois, j'arrive pas à savoir combien il y a de meufs sur l'affiche. Bah en fait, c'est pas compliqué, c'est un prénom pour un jour de la semaine. Ah ouais. Et voilà. Et le film m'avait donné grave envie quand il était sorti, et puis toutes les critiques étaient là pour dire ah c'est mauvais. Du coup, je suis pas allé. C'est pas très ouf. Là, je pense que vous allez l'avoir quand même. C'est l'histoire de chien dont une vieille folle veut la peau pour en faire un moto de Les faux. 100 dalmatiens. Voilà. J'attendais, je suis con, j'attendais qu'il finisse sa phrase, mais non, fallait. Mais oui, t'as le droit de me couper la Y a parole. pas de respect ici. Ouais. C'est l'histoire d'un mec qui ressemble vachement à Solid Snake quand même. Los Angeles 1997. C'est pas la bonne ville. Je peux pas accepter. New York 97. Ouais. J'ai trop hésité. J'ai C'est Los mélangé, Angeles. j'ai mélangé voilà. Invasion Los Angeles et New York. Non mais c'est Los 97. Angeles 2013 en fait après. Est-ce que Ah t'en oui, as oui. deux? T'as New York et t'as C'est Los ça. Angeles. C'est l'histoire de mecs qui font du parcours. District 9. Non. Et Yamakasi. C'est le film avec Kassovitz, mais deux Non. Kassovitz. Non. Bah non, il y a pas de chiffre. Quoi? Il y a un chiffre dans le titre, c'est le but du jeu. Oui, je sais, mais il y a un film de Kassovitz avec. Non, ça, tu penses à Babylon AD et c'est pas ça. Ah mais non. Banlieue 13. Ouais. C'est l'histoire d'un mec qui se fait offrir une séance d'épilation par ses potes. Ah, c'est avec Steve Carell. Ouais. 40 ans, toujours puceau. Ouais. Ouais, j'allais dire 20 ans. Ouais. C'est l'histoire d'un mec qui fait son voyage Erasmus chez les Vikings et qui a commencé. Le troisième guerrier. Et enfin, c'est mon dernier. C'est l'histoire de Casper Van Dien et de Coolio qui sont dans un vaisseau spatial. C'est pas H2G2, hein. Non. Bah j'ai pas, je connais pas. Ouais, ouais, c'est un pur nanar, il faut le connaître. Hein. Ah ouais, non. Non. Parce que je t'aurais sorti 2001, mais j'en sais la suite de 2001, j'ai plus le titre. 2010. Oui. Mais d'où il y aurait Coolio dans 2010? J'en sais rien. Ouais. Et C'est- c'était quoi du coup? C'était Dracula 3000. Ah oui, non. ouais. Oula. Casper Van Dien, Coolio qui sont dans un vaisseau spatial qui s'appelle le Déméter et voilà. Du grand cinéma. Du grand cinéma. Comme on aime. Donc c'est 4 pour Julien et 8 pour Owen qui gagne encore Et une fois. 0 pour Fred. Je tenais Et à 0 le dire. pour Fred, je te tiens à le dire parce que même moi j'ai eu des points. Hein. Bon dernier encore une fois. J'avoue, l'arbitre a plus de points qu'un des joueurs qui n'est pas là de toute manière. Et bah merci beaucoup et puis à la prochaine pour des nouveaux chiffres. Merci Jérémy. Merci. Et maintenant, on va passer aux critiques et on va commencer avec Lajli qui nous revient après Les Misérables, qui lui a valu d'ailleurs la reconnaissance du public et de la critique. Donc là, il revient avec le deuxième film d'une trilogie dont d'ailleurs Fred nous parlait la semaine dernière. Et cet épisode s'appelle Bâtiment 5 et il est consacré aux problèmes sociaux dans un HLM. Là, il y a des quartiers où t'as jamais mis les pieds. Mais tu sais ce que ça veut dire que d'être maire d'une ville comme celle-là? À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier si c'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes? On parle de quoi exactement? Des problèmes sanitaires? Problèmes scolaires? D'insécurité? Droits des femmes? On parle de quoi exactement? On parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes. Alors Bâtiment 5, de quoi ça parle? Abby, jeune femme très impliquée dans la vie de sa commune, découvre le nouveau plan de réaménagement du quartier dans lequel elle a grandi. Mené en catimini par Pierre Forge, un jeune pédiatre propulsé maire, il prévoit la démolition de l'immeuble où Abby a grandi. Avec les siens, elle se lance dans un bras de fer contre la municipalité et ses grandes ambitions pour empêcher la destruction du Bâtiment 5. Alors, d'abord j'aimerais bien vous demander quel est votre rapport avec Lajli et surtout avec Les Misérables, puisque Les Misérables étant son premier film. Alors, son premier film, mais il avait fait un documentaire avant qu'il a co-réalisé qui s'appelle À voix haute. Oui. Et qui est vachement bien, donc je c'est vous très bien, conseille. ouais. Puis si vous connaissez pas l'éloquence, il y a eu une grande mode de l'éloquence il y a quelques années, notamment avec ce documentaire, mais c'est super intéressant. Après, moi j'avais beaucoup aimé Les Misérables. Également, j'ai beaucoup aimé Les Misérables. Ce qui fait que je suis un peu plus en demi-teinte sur Bâtiment 5. On est d'accord que c'est moins bien que Les Misérables. C'est un peu con parce que là, on va beaucoup le comparer aux Misérables. Parce qu'en même temps, les deux films, enfin le film Bâtiment 5 tend à être une continuité Ouais, c'est spirituelle un peu. Un certain prolongement. Alors du coup, pour moi, Bâtiment 5, c'est moins bien que Les Misérables, mais je trouve que ça reste un bon film. Je suis d'accord. Après, je trouve que c'est dommage que, comme disait Wayne, il y a des choses qui se perdent. Et je trouve notamment sur l'écriture des personnages et aussi sur un côté éparpillement, dans le sens où s'éparpiller n'est pas forcément un souci. Mais là, j'ai l'impression que Lajli n'arrive pas vraiment à se décider entre pure tranche de vie, donc différentes séquences qui occupent les quartiers, ce qu'on avait vraiment dans Les Misérables, et narration. Et Les Misérables, c'était plein de tranches de vie dans le quartier avec un fil rouge derrière, donc qui était ce trio de la BAC, avec cette histoire de disparition. Donc c'était la disparition
dans Lyon. Mais ça menaçait littéralement de faire une guerre civile à l'intérieur de la banlieue. Et là, je trouve qu'il a du mal à choisir. D'un côté, on va avoir toute cette petite séquence, donc, notamment avec cette crise du logement, ces problèmes sociaux, et aussi la montée à la mairie d'un jeune arriviste. Et on va avoir du coup ce fil rouge avec l'histoire de cette destruction du bâtiment. Et je trouve qu'il n'arrive pas vraiment à se placer. On a souvent des revirements en plein milieu du film où la narration reprend. On reprend plutôt sur de la pure vision, de la contemplation. Et je trouve que ça se sent dans le film et ça se perd. Alors moi, j'ai pas donné un avis stricto sensu de Bâtiment 5. Je trouve le film correct, mais plus j'y pense, moins je l'apprécie. C'est-à-dire que sur le coup, moi c'est l'inverse, tu vois. Sur le coup, moi je l'ai bien aimé, et surtout que ça dure pas trop longtemps, donc en vrai. En même temps, je disais en fin de film que je trouve que ça aurait duré 20 minutes de plus. Mais ce que moi j'aimais beaucoup dans Les Misérables, c'était la façon avec laquelle il y avait un regard global qui était posé sur une situation, et le film tendait plus à être un cri d'alarme sur une situation qu'une prise de position explicite. C'est-à-dire que on te montre les failles de flics, mais on te montre aussi la complexité de leurs tâches. Dans Bâtiment 5, donc là, t'as visiblement deux camps qui s'opposent. Hein. T'as des gens qui vivent dans un bâtiment qui est menacé d'être détruit, et t'as une municipalité qui veut absolument détruire ce bâtiment-là, sans forcément donner de véritables raisons. Et du coup, c'est un film qui fonctionne beaucoup par archétype, par limite, entre guillemets, stéréotype. Parce que le maire, au tout début du film, il est face à un dilemme personnel. Et là, je me suis dit, le film, il va se construire sur ça. Il va te dire, ok, ce maire-là, il avait pas forcément envie d'être maire. C'est pour ça qu'il va faire de mauvaises décisions. C'est pour ça qu'il va être ce qu'il est, c'est-à-dire avec des failles. Sauf qu'en fait, très vite, le film perd de vue ce sujet-là sur le personnage du maire. Et le maire devient juste un archétype de politicien braqué sur ses idées qui évolue pas, justement. Et en fait, avoir un film où les personnages, où tu sens que le film prend une position très fermée, il perd toute la subtilité de ce qu'il faisait pourtant Les Misérables. Ouais, je suis très d'accord, et tu retrouves ce problème de stéréotype notamment avec le duo du film, c'est-à-dire le personnage principal. Abby, voilà, excuse-moi, j'avais oublié le nom. Abby et son pote Blaze, voilà. Donc Abby et Blaze. Donc Abby qui va justement représenter ce côté purement politique, c'est-à-dire monter un projet, c'est-à-dire comment on fait face à cette municipalité. On se propose quasiment de devenir maire, donc de monter une campagne politique, en sachant qu'elle travaille beaucoup dans l'associatif, donc à la fois elle travaille aux archives de la mairie, elle veut monter son projet pour être maire, et elle a toute une association pour aider justement les gens du bâtiment dans leur démarche, etc. Et de l'autre côté, on a Blaze qui au début en fait est plutôt quelqu'un sans histoire, c'est plutôt quelqu'un de normal, même qui a l'air plutôt brillant, même si on sait pas vraiment ce qu'il fait dans la vie, et qui au fur et à mesure va plutôt se représenter ce côté de la pure révolte, ce côté de la pure destruction. Et je trouve que justement on a, si sur le duo, sur le papier, c'est cette idée justement d'opposer ces deux points de vue différents. Je partage ta critique que sur ce que tu disais sur Les Misérables. Je trouve que Les Misérables, tu ressentais vraiment toute la complexité des personnages, notamment au niveau des policiers, alors que là on se retrouve juste sur deux archétypes qui s'opposent totalement et qui arrivent finalement pas vraiment à se retrouver. Et pourtant, il y a des parallèles qui sont intéressants. Par exemple, le personnage d'Abby et de Blaze, il y a cette scène-là qui est vachement sympa, où Blaze brûle une pancarte qui annonce justement le bâtiment qui sera construit à la place du bâtiment 5. Et il y a cette discussion après entre Blaze et Abby, où Abby, elle, qui a participé en quelque sorte à cette action, disait ouais, ça c'est un mouvement, enfin c'est un geste politique. Et Blaze qui dit non, je l'ai fait parce que ça me faisait kiffer, tu vois. Et justement, ça pose bien ce dilemme, enfin cette ligne qu'il y a entre l'action politique et l'action juste de vouloir tout casser. Par rapport à ça, je trouve que le film énonce clairement le fait que tout est politique, tout acte est politique, même si tu t'en rends pas forcément compte. Il faut rappeler que peu importe le film, le cinéma est politique. Il y avait un truc qui était très bien dans Les Misérables aussi, c'est que on avait vraiment la caméra comme une arme qui peut provoquer quelque chose, notamment avec les images du drone, etc., qui était justement le point sensible que les flics veulent faire effacer. Là, tu l'as moins parce que t'as pas cette idée de image qui a filmé quelque chose de grave. Mais là, la caméra filme quelque chose qui peut se passer, ou qui s'est même passé, je pense, des destructions de bâtiments comme ça a dû se passer. Et le film dit texto, c'est dit dans le film, c'est pas les politiques qui vont changer quelque chose, faut que ça vienne de eux-mêmes, faut que ça vienne directement des personnes qui vivent dans ces bâtiments-là, c'est à eux de changer les choses. Et on voit toute cette scène où elle dit oui, le vote c'est important. Pour moi, c'est un message de l'adulte direct au spectateur de dire mais c'est pas les politiques qui vont changer, c'est vous qui devez changer quelque chose, c'est pas eux qui vont changer. Et c'est là où j'ai un petit problème avec le film, c'est que je trouve que en fait, ce message politique est ultra confus. Parce que d'un côté, on va soutenir justement le personnage d'Abby avec ce côté prenez-vous vous-même en main, c'est-à-dire politisez-vous. Mais en même temps, à l'heure actuelle, l'abstention est à son maximum. Et dans tout ce qui est banlieue, c'est là où tu trouves le plus d'abstention possible. Et donc tu vas avoir là où tu as toute cette scène où des gens appellent à voter, mais en fait on s'interroge jamais sur pourquoi il y a une dépolitisation. On s'interroge pas sur ces choses-là. Et d'un côté, je trouve que ce message il a du mal à passer puisqu'il est contrecarré avec le personnage de Blaze,
Et on sait jamais vraiment où on veut se situer. Surtout que c'est dur de dire est-ce que fait Blas c'est politique puisqu'on a un sentiment de pure destruction. Du coup, je trouve qu'on a du mal, on est vite confus en fait sur les enjeux et les propos du film, là où justement Les Misérables, je trouvais beaucoup plus pertinent sur ce qu'il montrait. Et moi, je trouve que ce que tu dis, je vais un peu contrecarrer, mais j'estime que ce que fait Blas est montré comme répréhensible. Et donc, du coup, pour moi, Lajli, le message de Lajli, c'est parce que c'est quelqu'un qui est entendu dans les communautés des quartiers, etc. C'est quelqu'un qui est respecté. Donc, pour moi, c'est vraiment un message de la part de Lajli à ces personnes-là de dire politisez-vous ou au moins intéressez-vous à la politique, justement en plus parce que l'abstention est massive. Et là, par rapport à ça, moi, je trouve que le personnage de Blas est mis totalement en comparaison parce que, certes, quand on dit la première fois, d'ailleurs, ce qui va m'amener à parler mise en scène dans pas longtemps, je te laisserai parler Owen juste après, mais on va parler mise en scène, j'ai beaucoup de choses à dire sur la mise en scène, mais je trouve que le fait que Blas n'estime que ce qu'il fait n'est pas politique, ça prouve bien que y a une certaine différence entre les deux types de personnes à qui il veut s'adresser, en mode ne devenez pas comme lui, mais soyez plutôt comme elle. Enfin, je sais pas, parce que je pense pas que Lajli veut qu'il y ait une guérilla urbaine, je pense pas que c'est son intention. Bon, bien sûr qu'on allait parler politique avec un film comme celui-ci, mais... Après, Julien, toi tu dis que c'est le message du film de se politiser, mais je pense pas, en fait, je pense que c'est... Enfin, il y a de ça, mais le film, Lajli en général ne pose pas de discours très précis. Ce qu'il pose surtout, c'est un point de vue sur une situation, et ce qu'il te montre, c'est que justement, t'as des réactions différentes à un événement comme la destruction d'un bâtiment. T'as Abby, du coup, qui, elle, est dans une réaction politique, mais t'as Blas aussi, on montre bien qu'il est poussé à bout dans ses retranchements. C'est-à-dire que le mec se prend littéralement du lacrymo et se fait battre par des CRS, juste parce qu'il a haussé un ton. Et on le voit en plus, ces CRS qui trouvent la moindre excuse pour on va le foutre en tôle pour outrage, tu vois. Ouais, la mauvaise foi, son maximum. Et c'est tout ça qui est montré dans le film aussi par rapport au maire et par rapport à l'associé du maire qui s'appelle Roger, qui est un mec qui vit dans le bâtiment, tu vois, et qui... Enfin, il vit pas dans le bâtiment, mais il connaît... oui, c'est ça, il a vécu dans le quartier... Il a grandi dans la banlieue, donc c'est le gars qui est le plus près, justement, du peuple, mais qu'en même temps, entre des politiciens et les magouilles politiciennes, et près du peuple, et le mec prend clairement la décision de rejoindre les magouilles politiciennes. Donc justement, t'as vraiment cette démonstration de... C'est toujours des films choraux, j'ai l'impression, enfin c'est un film choral, de toute manière, Bâtiment 5. T'as certes Abby et les mères qui sont vraiment les personnages principaux, mais c'est un film choral. Vas-y Julien, après on passe mais sur scène. sur ce côté-là, je trouve que Lajli dans Bâtiment 5 est très bon pour monter tout ce qui est crise sociale et ce côté, pour retrouver ce côté documentaire, c'est vraiment la scène d'introduction avec le cercueil que je trouve extrêmement réussi. Notamment quand tu vois, c'est là que tu comprends dès le début comment le bâtiment est très petit, très exigu. Voilà, tu vois l'exiguïté du bâtiment et notamment le fait que le bâtiment est totalement délabré et tu le ressens dès l'introduction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de capacité d'utiliser un ascenseur, on est obligé de tout descendre à la main dans un escalier qui est extrêmement petit. Et la deuxième scène ultra brillante, ça va être toute la scène de l'évacuation qui est extrêmement longue. Et là, tu ressens toute la tension, dans le bâtiment. Et c'est encore plus fort avec l'énorme séquence où tu vois les gens, c'est-à-dire qu'ils ont tellement plus rien, c'est-à-dire qu'ils sont censés être évacués, c'est-à-dire qu'on les force à les faire sortir le plus vite possible. Le premier réflexe des gens, c'est d'aller sauver leurs biens. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peu de choses. Et ils savent que de toute façon, ils sont expulsés de leur bâtiment, qu'ils en sont à descendre les matelas. Ils descendent les jouets, ils descendent la télé. En fait, le peu de biens qu'ils possèdent, ils les descendent. Et là, je trouve que sur ce côté-là, Lajli, dès qu'il est sur vraiment la pure chose sociale, je trouve extrêmement bon. Et je le trouve sur la dimension plus politique, même si le but, c'est pas forcément de politiser, mais de montrer juste les réactions, je le trouve plus confus et peut-être moins pertinent. Ah, je vais pouvoir enfin parler mise en scène, ça fait plaisir. Parce que moi... Il y a des trucs que j'ai remarqué direct dans la mise en scène. Bon, déjà, on va évoquer l'élément principal du film, qui est le feu. Parce que pour moi, l'utilisation du feu dans le film, c'est quelque chose qui est ultra obvious. Donc, le feu, ok, premier truc. Bon, certes, il n'y a pas vraiment de feu, mais tout premier plan du film, l'explosion d'un bâtiment. Donc, très clairement, explosion blanche. Bon, voilà. Attends, c'est la première scène du film, ça ? C'est la deuxième, c'est juste Ouais, après. Deuxième séquence, juste après le cercueil. Ouais, le film, il s'ouvre sur la descente d'un cercueil dans les escaliers, et après, t'as l'explosion du bâtiment. Ah, ok, d'accord, bon, bah, j'ai rien dit. Donc, voilà. Ensuite, tu as donc le fameux panneau que Blas brûle. Troisième récurrence du feu, donc c'est... L'incendie, l'élément pivot, donc l'incendie. Et quatrième, donc, utilisation du feu, on est sur quand il crame la bagnole de Roger, là. Quand Blas crame la bagnole de Roger. Donc, enfin, même si ce n'est pas montré, la dernière utilisation du feu qu'il veut faire, c'est pour cramer la maison du maire. Il faut le dire, du maire arriviste. On passe d'un maire qui, littéralement,
détruit un bâtiment qui est fait pour des personnes à la personne qui peut vivre dans ces bâtiments, qui veut détruire le bien de la personne, qui appuie littéralement sur le bouton qui déclenche l'explosion du bâtiment dans lequel il pouvait habiter. Donc, et aussi dans l'utilisation du feu de Blaze. Donc la première, oui, il dit c'est un acte pas politique, mais très clairement, on peut le prendre ça comme un acte politique. Hein. Si tu estimes que tout est politique, son acte de brûler cette affiche est politique. D'un autre côté, son acte est clairement politique pour lui quand il brûle la bagnole de Roger, parce que pour lui c'est un traître. Roger c'est un traître qui mérite d'avoir son bien brûlé, il n'aide en rien la communauté qui est dans ce quartier. Et enfin la troisième, c'est clairement, bon déjà, cramer une bagnole c'est répréhensible, cramer l'affiche je sais pas, mais cramer un bien de quelqu'un, c'est encore plus moralement répréhensible et encore plus politique, parce que là il aurait vraiment cramé la maison d'un politique. Voilà. Mais tu m'avais parlé d'un autre truc aussi, par rapport au plan zénital. D'un autre truc par rapport au plan zénital. Le tout premier plan en drone, je crois. Tu approches sur le bâtiment en question. Et le tout dernier plan, pareil, tu reprends le plan du bâtiment, sauf que là, il le fait de nuit, donc opposition. Et c'est surtout qu'il termine son plan en faisant du bâtiment un monolithe noir géant en plan zénital. Et donc, qu'est-ce que tu vois, le tout premier plan zénital du film, c'est quoi ? C'est le plan sur le cercueil qui sort du bâtiment. Donc pour moi, symboliquement, avec ce plan zénital de fin, Lajli dit que c'est la mort du bâtiment en lui-même, et peut-être même des idées qu'il y avait à l'intérieur. Je partage. Je trouve juste, si on reparle de la séquence finale, il y avait quelque chose de très Bong Joon-ien. Déjà, ça fait très penser à Parasite, je trouve, la scène de fin. En fait, t'as ce côté purement de choc de classe. Oui. Dans Parasite, c'était de la cave à la maison, et t'as tout ce symbole entre les rues de la Corée et la maison hauteur, mais là t'as du coup de la banlieue jusqu'à la maison du maire, en fait, des bâtiments jusqu'aux jolies maisons éclairées. D'ailleurs, par rapport à ça, je trouve que même si on est dans la même ville, il arrive à rendre le quartier un peu riche et faire comprendre, alors que pourtant on est dans la même ville, il arrive à te faire rendre compte que la vie elle est un peu plus joyeuse dans le quartier, etc. Rien qu'avec la colorimétrie, où je trouve que t'as des couleurs un peu plus chaudes quand t'es dans les trucs du quartier, alors quand t'arrives dans la maison des politiques où travaille par exemple, parce qu'il exerce toujours son métier de pédiatre, Pierre, il y a toujours des teintes un peu bleutées, un peu plus sombres, etc. Et rien qu'avec ce choix de colorimétrie, j'indique au spectateur, quand même, la vie du quartier, elle est pas si mauvaise, quoi. Enfin... après, l'ensemble de la colorimétrie, on va dire, près des banlieues, c'est gris-blanc. Oui, c'est ça, mais ça, il arrive à apporter un peu de couleur là-dedans, un peu de chaleur là-dedans. Il arrive à marquer une sensation. On est dans la même ville, mais t'as une sensation de frontière entre deux mondes. Même ville, pourtant t'as deux mondes qui se côtoient. Mais tu vois, genre ce gris-blanc qui rappelle justement l'explosion de base. L'explosion qui est une énorme fumée blanche, c'est peut-être pour annoncer que ce bâtiment-là, c'est le prochain qui va être explosé dans une fumée blanche immense. Par contre, sur la prestation des acteurs, autant Anita Dio, Antadio, excusez-moi. Je l'ai trouvée très 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 excellente, même que ce soit Blaze aussi. Par contre, je trouvais qu'Alexis Manetti était extrêmement en dessous. Genre, j'ai trouvé limite mauvais. Alors, c'est peut-être le rôle qui veut ça, la direction qui veut ça, mais je trouve que c'était pas du tout adéquat. Mais je trouve ça pas du tout adéquat. Moi, je trouvais ça marrant parce que c'est vraiment l'image du maire qui a un peu le balai dans le cul et qui. Genre, tu sais, il a des réponses télécommandées à toutes les questions qu'on vient de lui poser, tu vois. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la municipalité fait de son mieux pour régler les problèmes. Ouais, mais je sais pas, j'ai trouvé qu'il a... En fait, je trouve que c'est un peu le défaut, c'est qu'il a très peu de personnalité, et pour un film où ça se passe énormément par les décisions du maire, après, on peut y voir un choix, justement, volontaire de donner une sorte d'impersonnalité à ce personnage-là. Ce côté un côté purement mécanique qui représente que les intérêts du parti, des députés, genre une sorte de personnage pantin. Mais c'est vrai que moi je reste un peu déçu, j'aurais préféré un personnage plus complexe, comme t'en parlais au début, qui doit faire face à ses choix moraux. Et ça aurait été très intéressant aussi, je pense, de voir justement peut-être la descente d'un personnage qui veut peut-être au début aider au mieux et qui se retrouve à vouloir détruire ce bâtiment. Parce que là, les motivations sont extrêmement floues, c'est de la pure connerie en fait, c'est vraiment quelqu'un qui s'entête dans des idées sans aucune raison. Mais au final, il est vraiment sous le joug de son parti. Mais c'est marrant parce que le parti est jamais explicite, on ne dit pas si c'est de gauche ou de droite, on dit juste oui, il faut rendre des comptes au parti. Et c'est ce qu'il fait, c'est une marionnette. Lobby. Très clairement, mais c'est là où la séquence où on leur dit bon alors il faut qu'on choisisse un maire par intérim. On a le choix entre Roger qui connaît le truc parce qu'il est là depuis longtemps et l'autre qui vient d'arriver il y a 3 mois. Bon on va choisir l'autre qui a 3 mois, il a une meilleure gueule, il est blanc. Il est blanc. Surtout que dans le truc il y a aussi l'idée que il a pas les mains sales. Oui, c'est ça, c'est surtout ça qui est intéressant avec le personnage de Roger, qui là je trouve bien plus intéressant que le personnage de Pierre, c'est que Roger, il a les mains sales, il sait qu'il a les mains sales et il continue de le faire. Je trouve le personnage il est beaucoup plus intéressant en termes de personnalité que Pierre.
Bah, c'est un personnage bien plus tiraillé. Mais moi, je vais finir parce que je me rends compte qu'il y a un dernier point intéressant. C'est la comparaison de la fin entre Les Misérables et entre Bâtiment 5. Parce que je disais que du coup, pour moi, il manque 20 minutes à Bâtiment 5. Ouais. Et je continue de le penser. Je trouve que le film s'achève trop tôt. Il s'achève dans une forme d'anticipation de ce qui va se passer sans te montrer ce qui va se passer. Alors, il y avait un peu de ça dans Les Misérables, mais ça se terminait sur un guet-apens, sur le feu, sur la destruction, sur des violences physiques, et ça se terminait vraiment en cri d'alarme ultra virulent. Faut agir maintenant, les gars, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Alors que dans Bâtiment 5, c'est la merde, mais ça se rattrape un peu. C'est bizarre en fait comme Ouais, je fin. comprends ce que tu veux dire. Moi, quand c'était fini, j'étais en mode ah zut. Je voulais un climax. Le pseudo-climax qu'on a eu dans les 5 dernières minutes, pour moi, il est pas suffisant, tu vois. Ah, mais pourtant, je trouve que la performance de Aristote Louindoula qui joue Blaze, incroyable. La perf est excellente. Incroyable. Mais juste en matière de pivot narratif, pour moi, c'est insuffisant. C'est tout ce que je dis. C'est un anti-climax peut-être alors dans ces cas-là. Oui, mais ça sert pas le propos. C'est mon point de vue. Ah, mais de toute façon, le film souffrira de sa comparaison avec Les Misérables. À jamais. Bah, Ouais, s'il veut construire ses films sous forme de trilogie, Ouais, après, je pense aussi, il y a le contexte aussi. Quand Les Misérables y sort, on est en... C'est 2019. C'est 2019. On est en pleine crise... des gilets jaunes. Crise des gilets jaunes, en pleine crise des retraites, c'est-à-dire qu'on a des manifestations tous les week-ends, on a les vraies questions des violences en manifestation qui se passent, et en plus on est juste après la Coupe du Monde, et Les Misérables ça s'ouvre avec des images de la Coupe du Monde, c'est normalement les images d'unité, on est tous dans les rues, on a tous le drapeau, etc. C'est vraiment une énorme image de communion, et les débuts des gilets jaunes c'est littéralement quelques mois après la Coupe du Monde. Et déjà, t'ouvrais vraiment sur un truc qui était extrêmement fort, extrêmement impactant. Et ça ouvrait de manière impactante et ça fermait de manière extrêmement impactante, comme tu le disais, vraiment cri de détresse, cri d'alarme. Comment faire en fait pour gérer cette tension qui ne semble jamais baisser, en fait, qui ne fait que s'accroître. Moi, je trouve pas que ce sera un film qui restera longtemps retenu. Tu vois, les gens préféreront largement se souvenir des Misérables que de Bâtiment 5 dans la filmographie de la Chine. Après, Bâtiment 5 reste quand même à voir. Ah oui, c'est un bon film. Ah, ça se trouve en plus, on sait pas, si on se trouve le dernier film de sa trilogie sera bon, hein. Il sera très bon, ça se trouve. À hein. New York. Oui, après c'est son projet, hein, entre le projet qu'il a et ce qu'il va faire. Et dernier truc juste pour fermer, c'est juste que je vois une info partout dans la presse et qui avait été aussi relayée par Fred. Je sais pas pourquoi tout le monde s'entête à dire que le film se passe en 2005. Alors que le film se passe dans nos années contemporaines. Ah oui, très clairement. Donc je sais pas pourquoi je vois la presse s'entêter à parler de crise du logement dans les années 2005, alors que le film se passe de manière contemporaine. Les personnages ont des smartphones, on parle de Giroud et Benzema, et on parle de confinement. Donc non, le film se passe à notre époque, et je sais pas pourquoi on parle de 2005 dans la presse. Donc non, le film se passe bien à notre époque. Des mecs qui ont pas vu le film en fait. Ouais, je sais pas, mais je sais que Fred avait aussi relayé ça, parce que c'est normal, il a vu les infos qui sortaient au même moment, mais non, le film ne se passe pas en 2005. Sauf si j'ai raté un épisode. Bah non, parce que Giroud n'était... S'il était né en 2005, mais... Oui, non, je veux dire, il était pas professionnel, mais en fait, j'y connais rien en foot. Non, pour le mais dire, de donc, toute façon, il n'y avait pas de smartphone en 2005 et il n'y avait pas de confinement en 2005 non plus. Donc c'est pas faux. voilà, petite dernière info avant de passer aux chiffres. Et ben on va continuer la comparaison avec Les Misérables parce que je me suis amusé à faire ça. Ça peut être pertinent parce qu'ils sont sortis à la même période les films à peu près. Il était sorti fin novembre Les Misérables et là Bâtiment 5 sort début décembre. Donc en comparaison pour le budget, alors c'est annoncé à 8,3 millions d'euros pour Bâtiment 5. En comparaison, Les Misérables c'était seulement 2 millions d'euros pour le premier jour France. Le Bâtiment 5 est à 16 657 entrées, donc troisième des nouvelles sorties derrière Migration et Soudain Seul. Et en comparaison, pour son premier jour, Les Misérables avait fait 73 068 entrées, largement plus, mais il était deuxième des nouvelles sorties ce jour-là, parce que à côté, il y avait le mastodonte La Reine des Neiges 2. C'est sorti exactement le même jour, t'avais soit entre Les Misérables ou La Reine des Neiges 2. Les Misérables. Ah oui, totalement. Sur ce, on passe au film suivant, messieurs. On passe à un réalisateur dont on n'a pas encore eu le plaisir de parler dans DCP. On va parler de Wim Wenders, le réalisateur allemand à qui on doit le merveilleux Paris, Texas, tourné aux États-Unis. Et ben maintenant, le réalisateur allemand est parti tourner au Japon un film sur un nettoyeur de toilettes. Ça s'appelle Perfect Days. おじさん大きくなったね。ママとおじさんって全然似てないね。この世界は本当はたくさんの世界がある。つながっているように見えてもつながっていない世界がある。兄さん Alors, Perfect Days, ça parle d'Hirayama, qui travaille à l'entretien des toilettes publiques de Tokyo. Il s'épanouit dans une vie simple et un quotidien très structuré. Il entretient une passion pour la musique, les livres et les arbres qu'il aime photographier. Son passé va ressurgir au gré de rencontres inattendues. Alors, c'est un film beaucoup plus simple, j'ai envie de dire, Oui. mais en même temps, beaucoup plus prenant, alors que ça parle d'un mec qui nettoie des chiottes.
Et pourtant, qu'est-ce que c'était un très très beau film. Oui. Oui, on est tous d'accord pour dire que c'est quand même très très bon. Parce que, en Perfect fait, c'est ce genre de film très fleuve. C'est un film qui se balade au gré un peu de ce que le réalisateur pouvait tourner, j'ai l'impression, tu vois. Il se dit, tiens, je suis ici, je vais tourner ici. Donc il y a un côté très film fait sur le tas, mais en même temps, genre, c'est très juste en matière de représentation de personnes âgées, mais qui travaillent seules, solitaires. C'est Ce que la vie, en fait. C'est ça. Mais c'est marrant parce que c'est un film qui se passe au Japon, réalisé par un Allemand. T'aurais l'impression que c'est très géographique comme film, mais finalement, en matière d'histoire et en matière de personnages, t'as l'impression de retrouver ça partout, en fait. Super universel comme récit. C'est ça. C'est ça. Oh, ça fait du bien un film où tu te prends pas la tête. Moi, je l'ai dit, je commençais à trouver le film un peu long, mais il s'est arrêté pile au moment où je me suis dit, ça serait bien que ça se termine. Donc du coup, pour dire que le film est très bien comme il est, et très bien rythmé. Pourtant, il dure 2 heures, hein, tu vois. Donc on pourrait se dire qu'avec un tel concept, ça pourrait vite s'essouffler, tu vois. Ce genre de film-là, qui suit un personnage au gré de ses petites balades et d'un quotidien très structuré et très répétitif, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent dans les mêmes endroits. T'as des toilettes que tu retrouves 5-6 fois dans le même film. Pourtant, moi, je me suis pas ennuyé une seule seconde dans le film, j'étais bien. Mais plus que bien, j'étais diverti en tant que spectateur. Ce qui est intéressant, c'est que tu as beaucoup de répétitions, et en fait, c'est jamais ennuyeux, parce que d'un côté, on veut filmer le quotidien, donc c'est un quotidien très routinier, très répétitif, mais en fait, tu arrives à voir toutes les variations que tu peux avoir dans un quotidien, et c'est ça qui est super intéressant. Donc ça va commencer avec première journée à nettoyer des toilettes, avec le mépris. On va voir les gens à peine il a commencé à nettoyer, t'as le mec qui rentre de soirée qui va vomir un bon coup. T'as le gosse qui se cache dans les toilettes, et quand tu veux le ramener à sa maman, la maman qui chope le gosse, qui lui nettoie bien les mains parce qu'il a touché quand même le monsieur qui nettoie les toilettes. Et petit moment aussi de tendresse, parce que l'enfant dit au revoir à Hirayama. C'est ça. Et il lui redit au revoir, il est content. Et c'est toute cette petite variation, c'est quand il va s'asseoir à un banc, qu'il va prendre un arbre en photo, qu'un jour il le prend pas, un jour il le reprend. Puis un jour, il y a une dame à côté de lui, donc qui lui fait signe. C'est tous ces petits moments de variation et de ces journées, c'est très agréable. Mais il y a une sublimation juste du geste du quotidien, tu vois. Genre, ne serait-ce que lire un livre ou nettoyer des toilettes avec un chiffon, j'en aurais presque envie de faire la même chose. Tellement il y a... C'est pas forcément stylisé en matière de mise en scène, mais ça reste sublime en matière de représentation et de simplicité, ce qui fait que tu te sens à la fois envieux de la vie du monsieur, et en même temps ça fait, au fur et à mesure du film, ça crée une rupture parce que tu te rends compte, parce que c'est quand même le nœud du film, c'est que derrière ce quotidien très simple et très structuré, il y a un vrai drame de solitude qui se joue, parce que c'est un personnage qui est profondément solitaire, qui essaye de se convaincre que tout va bien, mais en fait tu comprends au fur et à mesure que ça ne va pas. Il y a un côté très stoïcien en fait qui se dégage du film tout le long, c'est accepter ton quotidien, et justement essayer de le sublimer par la beauté, la poésie, et même ce côté du travail bien fait. C'est-à-dire que Hiroyama, il a un collègue qui est bien plus jeune et qui en a un peu rien à foutre de son boulot. C'est-à-dire qu'il est sur son téléphone, il nettoie vite fait la cuvette à côté, il y a sa copine qui passe, il se barre, et voilà, parce que il nettoie les toilettes, il essaie de gagner un peu sa vie, ça l'emmerde. Et pourtant, Hiroyama, il fait ce travail, il s'applique, il le fait, il y a quelque chose d'assez beau en fait de cette tâche. C'est-à-dire qu'il rend en fait un service qui est totalement nécessaire et utile. Et voilà, il y a quelque chose de, comme tu disais, de sublimé, de beau dans ce geste, de ce travail que tu accomplis. La journée se termine et après, lui, il se retrouve autour de... Je sais pas si c'est un saké ou une limonade, je sais pas vraiment ce qu'il boit. Il se retrouve autour de ça, puis il se retrouve autour de ses livres, puis toutes ses balades en vélo dans la ville. Mais pourtant, est-ce que c'est un film à la gloire du travail ? Non, je pense pas que ce soit tant à la gloire du travail, c'est plus à la gloire du quotidien. C'est-à-dire que d'un quotidien qui peut être répétitif, voire ennuyant, de trouver toutes ces petites choses, petites choses qui font la vie. Parce que par exemple, c'est très bête ce que je vais dire, mais moi, dans mon quotidien de travail, je me sens bien. Et en fait, je me lève pas en ayant des névroses et en étant saoulé d'aller travailler. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont pas dans la vie. Oh, c'est bon, c'est pourquoi tu me regardes en disant ça, toi? Bah parce que t'as soufflé du nez. Non, mais en fait, je pensais à un truc. Je veux que Wim Wenders réalise sur chacun des métiers qu'on pourrait faire un film comme Perfect Days, tu vois. Genre le quotidien d'un croque-mort, le quotidien d'un bibliothécaire, le quotidien d'un assistant d'éducation, tu vois. Mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est que y a cette représentation-là qui est une réalité chez des gens, et j'espère le plus de gens possible au monde. C'est simplement de se lever le matin, d'aller travailler, et pas forcément se poser de questions, juste se dire je vais travailler, mais il n'y a pas que ça dans ma vie. Il y a autour, il y a ce saké que je vais boire après, il y a cette bonne douche que je vais aller prendre avec mes potes. Enfin, pas avec ses potes, mais il va dans un... C'est pas un sauna, c'est des bains publics. Un bain public, ouais. Tu vois. Il y a le travail.
et il y a la vie à côté. Et parfois, la vie, le travail fait partie de la vie, mais en même temps, il le sublime quelque peu. Et le petit plaisir du week-end, tu vois, où il va dans son resto et tout, enfin... J'adore cette scène où il se retrouve dans un restaurant où t'as une dame qui vient lui chanter le pénitencier, mais en japonais. Et c'est une chanson que t'avais déjà entendue plus tôt dans le film, qui est juste magnifique, quoi, où simplement, genre, il y a un mec au resto, il y a 2 autres clients qui sont complètement bourrés en mode « chante !» Et t'as cette dame, cette serveuse qui chante, et c'est juste simple. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est comment malgré ce quotidien qui peut paraître super simple, comment tous les gens veulent rentrer dans ce quotidien. C'est-à-dire que ça se passe notamment avec les cassettes. C'est-à-dire qu'il va voir la copine de son collègue qui tombe sur les cassettes, donc il va lui demander de l'écouter sur l'autoradio de la camionnette. Et quelques jours plus tard, en fait, elle revient en lui disant que elle lui avait piqué une cassette et lui demande est-ce qu'on peut la réécouter. Et en fait, ils passent un tout petit moment ensemble à écouter la cassette. Et voilà, et c'est pareil avec sa nièce qui arrive. On va avoir la même chose avec l'histoire de la cassette. On a cette petite blague, c'est cliché, mais c'est super tendre. C'est quand elle lui dit est-ce que c'est sur Spotify? Et lui il fait c'est où? C'est quel magasin ça? Et elle se fout de sa gueule. Ouais, mais c'est des petits moments super tendres. Et il y a le livre aussi. Elle trouve un bouquin dans sa bibliothèque et juste elle kiffe trop. Encore une fois, genre il y a cette sublimation, cette appréciation de la vie, mais en même temps, tout ce discours sous-jacent sur la dépression qu'on essaie de se cacher à soi-même. Mais c'est quelque chose que tu retrouves finalement que à la toute fin du film, on va dire dans les 15 dernières minutes, et avec l'avant-dernier plan du film qui dure bien 1 minute 30, qui est peut-être la meilleure performance d'acteur de l'année. Il a été récompensé à Cannes. Hein. Oui, oui. Prix, c'est pas pour rien, hein, franchement. Je pense que c'est la meilleure performance d'acteur de l'année. Mais moi, autre scène que je trouve magnifique, c'est la scène avec sa sœur. Quand sa sœur vient récupérer sa nièce, que tu sens une distance, tu sais qu'il y a un traumatisme dans cette famille, tu sais qu'il y a le problème qui vient de quelque part, et tu as juste ce moment où lui, d'un coup d'un seul, vient la serrer dans ses bras. Tu sens que les deux ont un moment de partage, comme un moment, ils veulent se retrouver mais ils peuvent pas. Elle et sa fille partent, et là ils font en larmes. Et c'est super beau, c'est super triste et c'est super beau à la fois. Déjà tu sens la cassure rien que dans le truc un peu condescendant de dire c'est vrai que tu nettoies des chiottes, tu vois, enfin c'est... en même temps genre... et c'est pas vraiment, et c'est pas de la condescendance parce que... Non, je trouve pas que ça soit de la condescendance, mais tu trouves qu'il y a je vois qu'il y a une cassure quand même entre les deux. T'as une barrière, c'est plus... T'as une barrière, pardon. Je dirais pas de la pitié, parce que c'est pas de la pitié en mode oh tu nettoies les toilettes, ta vie est vraiment horrible, mais c'est presque un mode... Elle est surprise. C'est ça, t'es surprise, c'est est-ce que tu es heureux dans cette vie-là? Est-ce que cette vie-là arrive à te convenir? Mais en même temps, c'est quelque chose que tu vois arriver parce que t'as la nièce du coup qui est venue fuguer, quand même, elle fugue chez son oncle, et qui lui dit tu es tellement différent de ma mère. Donc lui, il fait le discours sur les mondes qui sont différents. Dès que elle se rend chez son frère, elle a une super voiture et elle a un chauffeur privé. Et là, tu te rends compte en fait que le mec, c'est jamais explicité, tu vois, mais tu comprends que la vie qu'il mène, c'est un choix. Et que c'est un choix qui lui va très bien, mais qu'en même temps, et ça tu le comprends à la fin, c'est un choix qui finit par remettre un petit peu en question. Dans la pitié, c'est pas, enfin la pitié, la question que pose sa sœur, c'est est-ce que t'es vraiment sûr de la vie que t'es en train de mener, est-ce que ça te convient? Peut-être que le gars à ce moment-là se pose la question et se dit en fait pas tant que ça. Mais je sais pas si vous avez vu Manchester by the Sea. Non. C'est normal parce que Fred l'a vu, mais Fred n'est pas là. Où es-tu Fred? Et Fred aurait peut-être partagé mon avis. Moi j'ai trouvé quelque chose très proche de Manchester by the Sea. Manchester by the Sea, c'est quelqu'un en fait quand le film commence, c'est Casey Affleck, en fait c'est un homme à tout faire. C'est-à-dire qu'il nettoie les sols enneigés, il va déboucher des chiottes, il fait tous les travaux les plus ingrats possibles dans la vie, tous les petits boulots comme ça. Et il vit vraiment c'est même pas un studio, c'est une sorte de box avec un matelas, vraiment le minimum possible. Et tu vas apprendre le long du film, c'est qu'il s'inflige lui-même cette sorte de vie-là. C'est une vie très dure, mais à la fois c'est une sorte de punition pour ses actes, et en même temps c'est une sorte de rédemption pour lui. Et en fait, ce que tu apprends dans le film, c'est qu'il est responsable de la mort de ses enfants par accident. En fait, il s'en veut totalement. Et c'est une sorte de moyen de se purger lui-même. Et je me dis qu'avec le personnage là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire de nettoyer les toilettes, ce côté du pur nettoyage. Tu dois avoir un traumatisme avec sa famille. Ça peut être lié à son père, parce qu'à un moment il lui dit est-ce que t'es allé voir papa, nanana, il va mal. Ça peut être lié à sa sœur, et t'as peut-être cette idée aussi de nettoyage, de cleaner quelque chose d'un traumatisme passé. Côté cathartique du personnage, mais ça. Complètement sous-entendu. Voilà, on peut l'interpréter d'une certaine manière, et d'où cette amertume à la fin en fait. Mais voilà, là on en parle du film, mais on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de non-dits qui tendent à l'interprétation, tout en étant un film très simple à regarder, c'est-à-dire que tu peux véritablement te poser et pas réfléchir. En même temps, dès que tu te mets à creuser, tu te rends compte de tous les sous-propos qui tendent dans ce film de Wenders. Donc, merveilleux film. Moi, c'est dans mon top 3 de l'année. Alors, je sais pas, j'ai pas encore fait mon top, mais j'ai pas encore réfléchi, mais je pense qu'il va être très bien placé. Pareil. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour, messieurs, de Perfect Days? Et les chiffres. Alors, les chiffres, donc du coup, j'ai un gros doute parce que j'ai un chiffre, mais je pense que c'est la conversion qui fait ça, que le chiffre en dollars soit aussi gros, parce que moi j'ai 14 millions de dollars de budget.
Donc c'est peut-être que... j'ai un gros doute, hein. J'avoue que j'ai lu ça, mais j'ai eu un gros doute. Donc peut-être que la conversion fait que ça fait énormément en dollars, je sais pas. À prendre avec des grosses pincettes, le chiffre que je viens d'annoncer. En tout cas, au cumul mondial, on est à 643 824 $ de recettes. Parce qu'il ne sort que le 22 décembre au Japon et même que le 21 décembre en Allemagne, pays du Real. Je sais pas pourquoi en France on est l'un des premiers territoires à l'avoir eu, mais voilà. Cannes. Peut-être. En tout cas, il y a une sortie prévue aux USA en 2024 également. Ah oui, donc vraiment, on est dans les premiers pays à en profiter. Ah oui, vraiment, on est dans l'un des. Je crois qu'il y a que en Nouvelle-Zélande également où il est sorti. Hein. D'accord. Autrement, il est sorti que sur ces deux territoires-là. En tout cas, pour sa première semaine d'exploitation, Perfect Days fait 103 232 entrées. Quatrième des nouvelles sorties derrière Wish, le dernier Disney, le film La Tresse et Le Temps d'aimer. Le Temps d'aimer, j'arrive même. Ah si, je vois le film avec Vincent Lacoste et Anaïs de Moustier. Eh ben messieurs, on en a fini avec Perfect Days. Je vous propose notre petite séance de rattrapage, puisque nous avons vu des films chacun de notre côté. Mais je me rends compte qu'il y a un film qu'on a vu tous les trois. Ah bon? Ouais, Mars Express. Non, je l'ai pas vu, j'ai pas eu le temps. Ah bon, on est que deux à l'avoir J'ai pas eu vu. le temps. Ben, on va rattraper tous les deux Mars Express. Oui. Mars Express, c'est un film d'animation français de science-fiction réalisé par Jérémy Perrin, qui est un film d'enquête sur Mars. Un film qui mêle en fait une enquête avec des androïdes, des intelligences artificielles et des humains. Complot un peu politique Voilà. également. Complot politico-économique même, on pourrait C'est dire. ça. Tu as 2 minutes, Julien, si tu le veux. Bah écoutez, je vous conseille vraiment d'aller voir Mars Express parce que déjà, c'est un film français, donc c'est toujours bien de voir des films français, mais d'autant que c'est un film d'animation et donc il n'y a pas que Pixar, Disney ou ni japonais. En fait, c'est bien d'avoir du film d'animation français, d'autant que c'est extrêmement beau. Enfin, c'est un style un peu particulier, Jérémy Perrin. Tout le monde n'aime pas ce style-là, moi je trouve ça très beau. Et puis voilà, tu as une enquête qui est très intéressante et je trouve que le point très fort de Mars Express, c'est qu'en à peine 1h30, il arrive vraiment à créer un univers très dense, c'est-à-dire avec ses propres codes, son propre bestiaire. Et t'aimerais presque en voir plus, mais t'as pas cette sensation que je pouvais avoir avec The Creator par exemple. T'as pas cette sensation d'inachevé ou cette sensation de te dire il y a un univers qui aurait pu être développé et qui l'est pas. Et Mars Express le fait très bien. Et en plus, ça aborde des choses assez intéressantes du côté de la science-fiction, notamment question du libre arbitre avec les androïdes. Et plus que ça, tu as les androïdes, il y a aussi le compagnon du personnage qui, lui, elle n'est pas totalement un androïde, c'est juste quelqu'un qui est mort et qui a été ressuscité dans un corps d'androïde. Donc c'est une sorte d'hybride. Et on a aussi les androïdes, et on a aussi la question des êtres organiques, qui n'est pas forcément une sorte de troisième personne, de troisième type de personne, et qui n'est pas toujours évoqué dans la science-fiction. C'était très intéressant. Bah, c'est brillant en fait. Ouais. C'est un super film de science-fiction ultra fouillis que Philippe K. Dick n'aurait pas boudé. Ouais, n'aurait pas boudé franchement parce que il y a du K. Dick de toute manière dans les thématiques. Tu sens bien que la notion du réel. Ouais, que Blade Runner est passé par là dans les influences. Mais pourtant, c'est vraiment un univers très atypique, très Frenchy dans l'approche, avec en plus un casting français plutôt chouette, hein, Mathieu Amalric, Léa Drucker. Franchement, c'est vraiment très, c'est vraiment très bien. Allez le voir. Du coup, moi, je vais vous parler un peu vite fait aussi de Dumb Money de Craig Gillespie, qui est avec Paul Dano, avec Seth Rogen, avec tout plein d'acteurs vachement trop cool. C'est un casting assez fou, qui raconte en fait un combat de trading entre des ultra riches et des ultra pauvres autour de la bourse de GameStop. Alors moi je ne connais pas très bien les enjeux de la bourse, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est un film qui relate justement un gros bras de fer assez intéressant et assez fun, parce qu'en gros, plus les pauvres gagnent dans cette histoire de bourse, et plus les ultra riches perdent. Ce gros bras de fer qui est vraiment un gros fait divers qui avait vachement fait parler de lui en 2021 justement aux États-Unis, qui est très bien retranscrit dans le film, mais il est retranscrit comme n'importe quel fait divers dans n'importe quel autre film américain qui trouve son intérêt dans le fait que le fait divers est vachement cool. Donc voilà, c'est un film qui n'a pas de fulgurance, qui a quand même un super bon casting, une histoire franchement chouette à suivre, mais qui a aucune fulgurance en matière de mise en scène, en matière de caractérisation, même de point de vue, de réalisation. Donc voilà, c'est un petit conseil, petit film que vous oublierez, je pense, dans 2 semaines, mais ça m'a fait quand même lire le Wikipédia de l'affaire. Alors, donc c'est le moment où je vous monologue la gueule, parce qu'il y a 2 films que j'ai vus et je suis le seul à avoir vu autour de cette table. Le premier, c'est Simple comme Sylvain, donc du coup, film québécois qui s'est fait un peu fait parler de lui pour ceux qui s'intéressent un peu au cinéma. J'aime bien, c'était sympa, c'est une comédie romantique classique, hein, donc c'est Sophia qui va rencontrer Sylvain qui vient de la campagne alors qu'elle vient de la ville, parce qu'il travaille sur le chalet qu'elle est en train de rénover.
Et donc du coup, de fil en aiguille, elle va commencer à entamer une relation avec Sylvain et délaisser Xavier, son compagnon actuel, alors que pourtant ça faisait 10 ans qu'ils étaient quasiment ensemble. Donc c'est très sympa, il y a le côté québécois qui rajoute un peu, bon pour nous français avec le joual un peu etc, c'est assez marrant d'entendre un peu cet accent, bien que je trouve qu'il y a des vannes qui fonctionnent très bien, et pas forcément par rapport à l'accent ou par rapport au joual ou je ne sais quoi. C'est surtout qu'il y a plein de personnages qui gravitent autour d'eux, donc notamment sa meilleure amie, etc. Et ce film a la meilleure scène de demande en mariage de comédie romantique, je crois, parce que vraiment, je ne suis jamais autant passé du rire à la gêne en si peu de temps sur une scène. Vraiment, c'est c'est super bien amené. Et de base, tu rigoles, mais t'es très très vite gêné et sur cette scène-là, ça fonctionne super bien. Ensuite, moi, le deuxième film que j'ai vu et que je crois personne n'a vu autour de cette table, c'est Thanksgiving, le nouveau film d'Eli Roth. Donc Thanksgiving, de quoi ça parle ? Ça parle d'un jour où il y a un Black Friday, ça tourne mal, et donc à cause de ça, il y a beaucoup de morts dans un magasin. L'année d'après, donc dans la période de Thanksgiving, il y a un tueur qui va essayer qui commence à rôder et qui commence à tuer les personnes qui n'ont rien fait pour aider les victimes de ce carnage. Et bon, alors c'est un film d'horreur très basique, ça convoque énormément de classiques du genre, notamment Halloween et Vendredi 13, qui a littéralement des références directes avec des plans quasi repris de ces films-là. Notamment le tout premier plan, je peux le dire, le tout premier plan du film, c'est un plan point of view Halloween. Voilà, comme le tout premier plan d'Halloween. Halloween qui est référencé une deuxième fois au moment où il y a un personnage qui il est là, plan sur le personnage, nouveau plan, il est plus là. Et également Vendredi 13, notamment, alors c'est pas le plan de fin, mais ça reprend le plan de fin de Vendredi 13, je pense que vous l'avez en tête. Voilà. Donc ça prend ces classiques du genre là, ça en fait pas quelque chose de nouveau, c'est un slasher assez classique, mais ça fait le taf. Tu peux être un peu dégoûté si c'est pas un saut, mais il se passe des petits trucs où ça fait mal, mais et donc voilà, c'est sympatoche, mais c'est pas nécessaire non plus. Très bien, messieurs, alors je vous propose un petit break musical avec le groupe Syncope, In Vain. C'est un groupe français. All these tears, all this pain, all this reason, all this blame's in vain, in vain. All our tears are regrets, all the schemes and all the friends in vain, in vain. All these walls in and never where how the fuck will accuse them, in vain, in the end. Everyone loses the same breath. Everyone turns skull and death. Everyone, but there's no more safe. Everyone has to face it on death. All these crimes, all these rhymes, all this time looking for signs in vain, in vain. All these wishes written pages like a piece so much sketches again and again. All these songs sing along, all these promises come wrong in vain, in vain, in the end.
c'était In Vain avec le groupe Syncope que vous pouvez retrouver notamment sur Instagram avec noté Syncope Music Band. C'est vachement chouette. Oui, bah très bien. Il me regarde en disant ça, ça veut dire qu'il faut que j'aille écouter ça. Moi, je les ai vus en concert. C'était vachement chouette. Eh bien, messieurs, on va passer à un petit jeu que je vous ai préparé. Alors, c'est un jeu de réplique finale de film. Sauf que j'ai décidé de ne pas vous faire écouter des extraits de films, parce que sinon ce serait trop facile. Et comme je suis un très mauvais acteur, je ne vais pas vous narrer. Oh, dommage. Mais du coup, à la place, j'ai appelé Jacqueline. Salut Jacqueline, comment ça va? Salut Owen, comment ça va gros BG? Bah moi ça va très bien et toi? Tranquille, si la famille. J'adore déjà. Oh, j'adore déjà. Dis-moi Jacqueline, c'est qui le plus beau autour de cette table? C'est Fred. Ah mais non, bah il est pas là, c'est pas possible. Il est pas là Fred, qu'est-ce que tu racontes? Ah merde, bon bah c'est personne alors parce que le seul beau chez DCP, c'est Fred. Bon messieurs. Du coup, comme vous l'avez compris, Jacqueline va vous donner les répliques des films et il faut que vous me disiez le film en question. J'ai 13 extraits, je crois. Oh capitaine, mon capitaine. Faut quasiment dire égalité parce que je pense qu'on l'a tous les deux. Oui. Le cercle des poètes disparus. On le dit ensemble. Peter Weir. Bon allez, un partout. Un point partout. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Vivre en monstre ou mourir en homme de bien? Julien. Shutter Island. Excellent. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Retour vers le futur. Bien vu. Ce ne sont pas les avions qui l'ont tué. C'est la belle qui a tué la bête. Ah monsieur... Pourtant, c'est un immense classique du cinéma, messieurs. Ah bon? 1933. Putain. Non. On va passer pour des qui, hein. Dans quel film une belle, entre guillemets, tue la bête? La Belle et la Bête? Non, je rigole. Non. Je rigole. Attends, il y a un moment où Belle, elle poignarde la bête. Dans la version censurée. Ouais, c'est ça. Non, c'est un film avec un monstre. King Kong. Mais oui, King Kong. Oh là 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 là. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Et ouais. Ouais, il dit vraiment « eh ouais » à la fin. Oh zut, messieurs. Ah. C'est un merveilleux film. C'est vrai que c'est des répliques finales en plus, faut se contenter de dire ça. Faut pas s'oublier ça, quoi. Et à la fin, il fait un salut magnifique. Oui. C'est le Truman Show. Et oui, le chef-d'œuvre de Peter Weir. Et quel film de Peter Weir est mauvais? Pas beaucoup. Picnic et Hanging Rock, c'est super. Le cercle des poètes disparus, c'est super. Truman Show, c'est un chef-d'œuvre. Et Master and Commander, c'est très bien aussi. Je l'ai pas vu celui-là. Bah, c'est très bien. Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Et d'un coup, il s'envole. C'est quand même une vachement bonne actrice. Hein. Elle a tellement été dit cette phrase un peu partout. Elle est tellement reprise un peu partout que je sais même plus d'où vient son origine. Ah zut. C'est un merveilleux film encore. De toute façon, j'ai pris que des bons films. Hein. Ah bon? Tu es un homme de goût. Ouais, sacré homme de goût. C'est un film avec aussi une réplique légendaire, mais je dirais pas le nom. Parce que, enfin, il y a un prénom qui apparaît, mais sinon ça spoil tout. Ah oui, bah c'est bon, c'est Usual Suspect. Ernest Hemingway a écrit un jour, « Le monde est un bel endroit qui vaut la peine qu'on se batte pour lui. » Je suis d'accord avec la deuxième partie. Oui. Seven. Ouais, bah voilà, le meilleur film de David Fincher. Ah non, c'est The Killer. N'a jamais dit personne dans l'univers. Je suis sûr qu'il y en a qui ont trouvé ça... Mais la critique a adoré The Killer. Les criminels, ils les ont fait sauter leurs bombes. Ah, les fous, je vous hais. Soyez maudits jusqu'à la fin des siècles. Alors, Jérémy? Merde, attends. Non, c'est échec. Non, mais en plus, j'ai... Si, La planète des singes. Oui, voilà, La planète des singes, le tout premier 68 de William J. Shatner. Franklin J. Shatner, non? Franklin, oui, t'as raison. Je n'ai plus jamais eu d'amis comme j'en ai eu dans ma 12e année. Bon Dieu. N'est-on pas tous pareils? À quoi penses-tu, Julien? Je suis pas sûr du tout, mais j'étais Stand By Me peut-être. Exactement. Oh yes, j'étais pas sûr. Tu m'as rencontré à un moment étrange de mon existence. Ah, je pensais que vous l'auriez eu immédiatement, celui-là. Donnie Darko? Non. Non, mais c'est un peu dans la même veine, et c'est aussi la même période que Donnie Darko. Je crois que c'est 1 an avant Donnie Darko. Et un réalisateur dont on a déjà bien parlé dans DCP. C'est-à-dire... Bon, on a parlé d'un de ses films, quoi. On avait évoqué son nom il y a 2 minutes, quoi, mais sinon... on va passer pour des incultes. Ils se tiennent la main, regardant des immeubles. Ah Fight oui. Club. Bah oui, Fight Club. Bon, pas de point là-dessus. Eh, tu veux que je te dise? T'es le plus grand dégueulasse que la Terre ait jamais porté et... Alors, après le « hey » du début, il crie le nom du personnage. Mais j'allais pas le dire parce que sinon c'est trop obvious. T'es le plus gros dégueulasse que cette terre ait jamais porté. Ouais.
Bah, c'est pas un film qu'on a l'habitude de voir en VF, pour le coup. Mais c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Un immense classique de 1967. Ah, c'est compliqué. Ah, mais les jeux aujourd'hui, là, c'est. Waouh, on n'est pas du tac au tac, là. Mais je pense que Fred, il relève le niveau depuis. En fait, Fred, il crée une émulation. Enfin, en tout cas, il nous donne la force de bien répondre. Alors là. Il nous manque ce soir. Non. Alors, un nouvel indice, ça se termine à Sad Hill. Mais on est mauvais. Il y a 3 personnages principaux dans ce film. Les Dents de la Mer? Non. Bah non, c'est plus tard. Non, c'est pas le requin qui, en explosant, fait « T'es le plus gros dégueulasse qu'on a téléporté !» Non, c'est un... À la fin, le monsieur, il va se faire pendre et finalement, il est pas pendu. Et il dit à son pote... Le bon, la brute et le truand. Bah ouais. Tu sais que j'arrêtais pas de penser il était une fois dans l'Ouest depuis le début, mais j'arrivais pas à retrouver cette... Situé. Non, bah non, c'est Tuco qui hurle à Blondin. « Hey, Blondin !» Voilà. Incroyable final, moi ça me donne toujours la larme à l'œil cette fin. Non mais je suis sérieux. On passe pour des putains d'incultes. Sergio Leone. Comment ? Le Sergio Leone que je préfère en plus, le Mont la Brute et le Truand. Pareil. Ah bah tu le connais vachement bien alors. Ouais non mais je l'ai vu plusieurs fois en plus mais... Au ciné. Mais je l'ai pas vu en VF en fait. Je l'ai jamais vu en VF. Ah pareil. Et ils l'ont sous-titré comment alors Si, je l'avais vu à la télévision à l'époque, en VF. Bref. Nous nous reverrons un jour. Mais pas encore, pas encore. Ça me dit un truc, putain. Pareil, un réalisateur dont on a parlé il y a pas si longtemps dans DCP. Parle trop de réalisateurs aussi. Ah ouais. On est tellement variés dans notre programme. Nous nous reverrons un jour. Mais pas encore, pas encore. Ça me dit un truc. Dit-il en enterrant 2 statuettes dans le sable, avant de regarder au ciel en parlant à son ami décédé. Je suis comme Jérém, il y a un truc dans mon cerveau qui se passe mais ça veut pas connecter. Les chaînes, il les a détruites. Maintenant, ils sont libres. Gladiator ? Oui. Ah bah oui. Oh mais... Merci, mais il a fallu pousser loin. Hein. Ouais, il a fallu... très clairement, j'ai perdu là. Il a fallu taper jusqu'au Now We Are Free. Et mon dernier film... Ah oui, bah j'ai perdu alors. Des fois il m'arrive encore de danser au milieu des flocons. Alors je dis peut-être une énorme connerie parce que j'ai pas vu le film Édouard Main d'Argent. Oui. Ouais, c'est ça. Comment ça, t'as pas vu Édouard Main d'Argent ? Oui, mais j'ai pas vu. C'est scandaleux. Alors écoute, dans 2 semaines, je vais en Bretagne. Quand je reviendrai avec le DVD d'Édouard Main d'Argent. C'est un DVD, c'est pas un Blu-ray. Je sais, c'est dommage. Mais tu vas mater ce putain de DVD parce que mec, c'est un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. D'accord. C'est beau. C'est beau, mais je pleure à chaque fois. Moi. Mais je vais vous dire, quand Jacqueline m'a redonné le dialogue, je suis allé revoir juste les 2 dernières minutes du film. C'est beau. Moi, c'est dans mon top 5 de mes films préférés. Donc le meilleur film de Tim Burton pour toi, nous. Ah bah clairement, de toute façon, même mon numéro 2 de Tim Burton, il est pas à la cheville de ce qui est Édouard Main d'Argent dans mon esprit. C'est quel ton numéro 2 de Tim Burton ? Je sais même pas en fait, parce que j'ai fini par un peu le mésestimer. Je pense que ça doit être Charlie et la chocolaterie. Mais c'est même pas un super bon film, c'est juste un film que je kiffe regarder. T'as vu Ed Wood ? Non, c'est un des rares que j'ai pas vu. Dédicace à Mathieu qui adore Ed Wood. Ouais, je sais, Mathieu, il arrête pas de nous parler d'Ed Wood. Non, sinon, Batman. Son Batman est vachement bien. Nous caressons la fin de notre émission et nous approchons de notre rubrique finale, l'éternel Joker. Le Joker, c'est simple. Celui qui a la carte Joker de l'émission choisit le sujet dont on va parler. Et aujourd'hui, le Joker, c'est Jérémy qui l'a. Ce Joker, je l'ai décidé et je me dis, soit ça peut être un Joker, on peut tenir super longtemps, soit ça va être un film par personne et on va être fini. Donc, peut-être, je sais pas, on va voir si ça va amener des débats. J'ai dit à Owen que j'avais décidé de nous mettre des gens à dos, parce qu'on va pas parler de personnes ni de quoi que ce soit, on va parler de films, mais j'ai envie qu'on parle des films que la majorité des gens adorent, mais que nous, on déteste, qu'on n'apprécie pas, voire qu'on déteste. Plus question subsidiaire, des films que tout le monde a vus, mais que nous, ça nous intéresse pas de les voir, qu'on n'a pas vu et ça nous intéresse pas de les voir. Moi, je vais donner tout de suite le film que tout le monde a l'air d'adorer et que moi je déteste, c'est Fight Club. Je pense qu'on me l'a trop survendu et que quand je l'ai vu, je l'ai pas vraiment aimé et je l'ai tellement pas aimé que j'ai même pas envie de lui redonner une deuxième chance. Salaud. Non, Fight Club, c'est immense. Et je suis désolé, je n'aime pas ce film. Pourtant, t'as énormément de gens qui détestent Fight Club. C'est un film qui divise énormément. T'as vraiment toute une partie de gens qui... C'est pas juste s'ils se trouvent le film, t'as vraiment une détestation autour de Fight Club. Je pense parce que on me l'a trop survendu. Peut-être que si on me l'avait pas survendu, je l'aurais découvert plus tôt et sans cette hype autour, etc. Peut-être que j'aurais plus apprécié. Mais là, je ne l'ai pas aimé. Je vais te dire, moi je l'ai montré à ma mère et bah même elle a bien aimé. Bah écoute, c'est pas grave, hein, ça arrive dans la vie. Hein. Et donc du coup, c'est quoi ces films-là pour vous là ? Parce que moi je me suis lancé, mais c'est à vous aussi. Alors, je vais aller strat par strat en citant un film en premier que alors je n'adore pas, enfin que je ne déteste pas, mais simplement sans plus. C'est Les Dents de la Mer. Je trouve ça très bien pendant 1 heure et la deuxième heure m'a complètement perdu. Celle sur le bateau,
Alors que moi j'adore ça, tu vois, j'adore Les Dents de la Mer. Moi. C'est pas faute d'avoir essayé. À ton tour, Julien. Je déteste pas, mais s'il y a un film qui revient souvent dans les films où tout le monde adore, moi je suis en mode ouais c'est cool, mais ça me transcende pas. Et le cinéma de Nolan. Et c'est pour ça que Oppenheimer, ça a été une bonne surprise que j'avais vraiment apprécié. Mais c'est vrai que moi, Interstellar ou même Inception, je trouve pas que ce sont des mauvais films. Tu vois, je trouve que c'est sympathique, mais ça m'a jamais, ça me transcende pas. Par contre, j'adore Memento. Mais tu vois, Interstellar, je l'avais vu aussi. En plus, j'ai vu vraiment en super conditions. Je l'ai vu au cinéma et tout. Alors après, je l'avais vu juste après. C'était à l'époque, c'était au l'UGC Grand Normandie. Ils faisaient une rétrospective sur l'espace. Donc j'avais enchaîné 2001 la semaine avant, et 2001 j'avais pris une claque. Et c'est vrai qu'en arrivant devant Interstellar, j'ai l'impression de voir un sous 2001. Et c'est vrai que j'ai cette tendance que je trouve très agaçante chez Nolan. Et encore une fois, je reviens à Oppenheimer où ça m'avait surpris. Je trouve qu'il a un ton parfois très scolaire dans cette manière de dire hey, regardez, la science, c'est comme ça marche ceci, cela, nous faire des grands discours scientifiques pour un truc qui est pas très utile. Mais allez, pour être retombé sur Interstellar à la télé, genre vraiment j'ai regardé 5 minutes, ça m'a donné envie de le revoir. Donc peut-être mais je crois qu'on fait partie de la même team qu'on trouve Interstellar surcoté, on est d'accord hein. Julien et moi on fait partie de la team Interstellar surcoté donc moi je fais partie de la team qui a découvert ce film là à 15 ans au cinéma, j'étais déjà acquis à la cause de Nolan, hein. Je veux dire Dark Knight ça fait longtemps que c'est mon film préféré, mais Interstellar ça m'a... Non, moi, un combo un peu honteux de ma part. J'ai jamais réussi à accrocher, et pourtant, Dieu sait que je les ai vus de nombreuses fois. Le combo science-fiction classique Blade Runner 2001. Tu parles du deuxième Blade Runner, du coup. Non, Blade Runner et 2001. Ah, les deux Blade Runner, oui, ok. Alors, ces deux films-là, qui sont des SF, vraiment parmi les films de SF les plus acclamés de l'histoire, je suis un peu à côté. Voilà. 2001, pourtant, j'ai essayé de le voir au cinéma avec un joint. Ça n'a pas marché. Bah alors, Owen. On fume. Ah, bâtard, tu fumes. Très rares occasions. Je me demande si j'ai parfumé depuis, tu vois. Et pourtant, c'était il y a 4-5 ans. Non, sinon, bon. Je réfléchis, hein, je suis en train de regarder des listes. Moi, il y en a un, c'est Je suis une légende. Ce film-là, j'ai l'impression que tout le monde l'adore. Genre, surtout, c'est vraiment un film qu'on te parle beaucoup. Un film enfance-adolescence, c'est-à-dire c'est pas un film de cinéphile, généralement c'est un peu un film que tout le monde a vu et on te dit toujours, moi dans la cour de l'école, je parle du collège, tu vois, mais c'est vraiment, on te dit ah je suis une légende, c'est vraiment trop bien et tout, et un jour enfin je suis une légende passe à la télé, donc je dis c'est bon, je vais rattraper tout ce film dont tous mes potes me parlent depuis tout ce temps-là, et je me suis emmerdé devant Je suis une légende, genre je trouvais que c'était moche, et en fait je sais pas, j'ai toujours trouvé qu'il ne se passait rien dans ce film, que tout est extrêmement cliché. Et même Will Smith, t'ennuyeux. Alors moi, c'était un de mes films préférés quand j'étais adolescent, effectivement. Je le revois à la baisse, surtout depuis que j'ai lu le bouquin et que j'ai fait la comparaison, ce qui est un peu nul comme façon d'apprécier un film. Mais oui, effectivement, c'est pas un grand film. Mais c'est kiffant quand même. Enfin, j'adore l'esthétique en général, et puis j'aime bien la vibe du film, c'est-à-dire c'est vraiment un film fin du monde, mais fin du monde d'un mec qui fait sa vie quand même. Je crois qu'Owen va me détester, mais je viens de repenser à un truc. Shining. Ah ouais, non, dur. Tu crains. Je n'aime pas Shining, je suis désolé. Tu crains. Pareil, peut-être qu'on me l'a trop survendu, mais je n'aime pas ce film. Non, mais écoute, voilà. c'est pas grave, hein, c'est juste dommage pour toi. Voilà. Moi, c'est le mot d'ordre en général quand quelqu'un aime pas un film. C'est pas genre, moi, je suis pas content de pas aimer 2001 hein, parce que je kifferais rentrer dans le délire. Mais c'est pas le cas. Mais c'est juste dommage pour vous, les gars. Vous êtes pas rentrés dans le délire Interstellar. Peut-être que je suis pas rentré dans le délire, mais en fait, Shining, je sais pas. Enfin, soit je l'ai vu trop tard. Enfin, pourtant, je l'ai pas vu vieux. Enfin, bon, certes, je suis jeune, mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu il y a 2 ans, quoi. Je sais pas. Est-ce que pareil, c'est le survendage de tout, toutes les théories qu'il y a eu et que du coup, t'as l'impression que n'importe quel truc du film peut être sujet à discussion et du coup et peut-être même la fanbase du film qui fait que dès que tu dis que c'est mauvais ça va partir dans tous les sens et que tu peux pas même énoncer un défaut sans te dire mais non c'est parce qu'en fait le film il fait ça nanana. Voilà, les fanbases toxiques, voilà. Julien, t'as quelque chose ? Je pourrais dire, dans les Hitchcock, le crime était presque parfait. C'est considéré comme un des plus grands, des classiques d'Hitchcock, etc. Bon, il a fait tellement de classiques. Mais alors moi, le crime est presque parfait. C'est même pas que je trouve moins bon ou moyen, c'est que j'avais détesté le voir. D'accord. Et étonnamment, parce qu'en fait, je trouve que le crime était presque parfait. Faudrait que je le revoie, mais au moment où je l'avais vu, j'ai l'impression que tout est tellement télécommandé. En fait, tout paraît tellement obvious, en fait, tu sais tout comment ça va se passer de A à Z, que tout le suspense, il est ruiné dès le départ. Et aussi parce qu'il y a Rémi Laurent, et je déteste cet acteur. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est... Moi, j'avais bien aimé, en vrai. Ouais, mais je sais pas, en fait, j'ai l'impression que tout est télécommandé, genre c'est vraiment le mec qui t'explique qu'il va faire son crime qui est presque parfait. Donc, évidemment,
tout est parfait, mais évidemment non, il y aura un truc qui va pas être parfait et tout va être ruiné. Et en fait, cette accumulation, cette manière de faire, ça m'avait irrité. Et j'aime pas Rémi Legrand. J'ai l'impression que c'est James Stewart en version Wish. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, mais Je voulais faire une vanne, mais non. James Stewart avec Wish, mais c'est trop compliqué. Wish Stewart. Ouais. James Wishtart. Ouais, un truc dans ce style-là. Alors, moi, j'ai encore 2 films et après, j'en aurai fini. Mais en même temps, c'est des films que on pourrait me pardonner. Le premier, c'est autant le film que son réalisateur, puisque je n'aime pas Jean-Luc Godard. Je n'aime pas le cinéma de Jean-Luc Godard, à l'exception de À bout de souffle, parce que c'est son premier film et il n'est pas encore persuadé qu'il est un génie. Dans Pierrot le Fou, c'est insupportable à quel point le mec s'aime trop. Alors, il y a le mépris aussi, mais le mépris, il y a Brigitte Bardot. J'adore Pierrot le Fou. Voilà, je tenais le Ah ouais? Ah non, j'ai pas supporté. Puis j'ai un problème avec le son de Godard. De toute façon, le son de Godard, c'est toujours problématique avec lui. C'est le côté road trip, je trouve que c'est tellement... Tu sens tellement ce côté nouvelle vague vivant, en fait. Puis il y a Belmondo, et genre Belmondo... Ouais, mais je sais pas, moi, tu vois, au bout de la 9e fois de... Pierrot, je m'appelle pas Pierrot, appelle-moi Ferdinand, ta gueule. Et le deuxième film, enfin mon dernier film, c'est un immense classique de George Miller, Mad Max. Spécifiquement le premier Mad Max. C'est-à-dire... Moi j'aime bien le premier Mad Max. Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Autant, c'est marrant parce que le troisième, que je trouve foncièrement mauvais, hein, je le supporte plus. Bon, aussi parce qu'il y a Tina Turner. Mais vraiment, le premier Mad Max, quelque part, je peux comprendre l'aspect absolument... c'est pas révolutionnaire, mais l'aspect totalement nouveau cinéma australien, un peu fait sur les moyens du bord. Mais je veux dire, le film est très long et très laborieux, même en matière de rythme. Hein. Après, il faut dire que George Miller avait pas de thunes. Hein. Ouais, c'est pour ça que dès qu'il y a eu le succès, il fait sur le vrai univers de Mad Max qu'on connaît, c'est-à-dire ce côté très désert, désert, western, punk, les mecs avec des crêtes qui font de la guitare, c'est rock, c'est tout ce que tu veux. C'est à partir de Mad Max 2. Le problème, c'est que Mad Max 1, il a pas d'argent, donc il essaie de te faire un monde post-apo qui a pas l'air très post-apocalyptique. Non, c'est juste les routes d'Australie sans désert, sans paysage. D'ailleurs, anecdote, le gang que tu croises à un moment, c'est un vrai gang. J'ai dit, le film, il n'avait pas de thunes pour faire ce film. Du coup, quand t'as le 2, avec de l'argent, ça donne un très bon film, le 2, très sympathique. Ah, il est bien le 2. Ouais. Non, mais à la limite, tu vois, je peux avoir un petit peu de tendresse pour Mad Max, mais j'avais eu un mauvais moment. Bon, j'en ai un petit dernier, mais en vrai, après j'ai fini. Bah, tu vois, ça prend du temps, ton truc. Ouais, ton Joker prend du temps. Ça a fonctionné. Hein. Mon dernier, après, je vous fous la paix. Parce que c'est un film que, Julien, je ne sais pas si tu l'aimes, en tout cas, c'est un réalisateur que tu aimes énormément. C'est un film de David Lynch. Et Dieu sait le nombre de fois dont on en a parlé, mais je déteste Sailor et Lula. J'avais bien aimé Sailor et Lula. Voilà. Moi, la prothèse au nez de Nicolas Cage quand il se donne un coup et qui parle à la fée Clochette, je sais pas. Les dents de Willem Dafoe, non. C'est du David Lynch. J'ai pas vu le film, mais hors contexte, ça a l'air trop bien. Non. Tu retrouves vraiment tout ce que fait t'as de ce côté onirique, ce côté kitsch, ce côté tu comprends pas ce que ça fout là. C'est ce côté, c'est malsain, c'est onirique, c'est tout, c'est du David Lynch. Peut-être qu'à l'époque, j'étais pas prêt à accepter ce qu'est David Lynch, parce que ça fait 1 an maintenant que j'ai dû voir Lost Highway. Ah, il est super, Lost Highway. J'ai adoré Lost Highway. C'est incroyable, Lost Highway. Voilà, je l'ai vu au cinéma, c'était brillant, mais c'est Sailor et Lula. Allez, moi j'en ai un dernier, je sais pas si Julien t'avais fini. J'en ai peut-être un, mais vas-y. Non, parce que ce serait bien qu'on juste termine par le Sin City. Je sais qu'il y en a qui adorent Sin City, l'esthétique, tout ça. Moi, ça m'a emmerdé, Sin City. Je me suis arrêté au milieu. Moi, je trouve ça pas beau. En plus, c'est genre violence gratuite, mais genre, c'est même pas. En plus, j'aime Tarantino et Rodriguez et Tarantino, ils partagent quand même un univers commun. Mais alors là, franchement, Sin City, je trouve que c'est gras en fait. C'est vraiment de la violence grasse. Je trouve sans intérêt, c'est moche. Et putain, en plus, il y a Bruce Willis et j'adore Bruce Willis. Mais j'ai pas aimé Sin City. Remarque, faudrait que j'essaie de lire le bouquin de George Miller quand même. Franck. Oh, putain. Parce que George, il a fait Mad Max. Ouais. Et je trouve que cette esthétique, en fait, noir et blanc pour respecter le comics, en fait, je trouve que ça ne va pas du tout avec le cinéma. Ça ne passe pas au cinéma, ça ne marche pas, je trouve. Ça doit marcher très bien au comics, j'en doute pas, ça doit être très très beau, mais alors je trouve qu'en mais tu adorerais parce qu'il y a ça en parcimonie dans Incassable, c'est magnifique. Oui, mais Incassable, ça se tient en tant que film, tu vois. Alors c'est dans une seule scène et c'est magnifique. Et du coup, Jérémy, ton dernier film? Et bah en fait, je viens de me rendre compte, mais quand je lis le titre de la chronique, Joker, tout simplement. C'est vrai que toi, bah ouais, Joker, t'avais pas aimé. Mais attends, je suis pas le seul autour de cette table, non, quand même. Bah non, moi je fais partie de ceux qui trouvent ça très bien. Moi j'avais beaucoup apprécié. Après, ah merde. Après, avec le recul, c'est là où ça a changé, moi, avec le recul, Joker, c'est que, ouais, ça prend beaucoup à la valse des pantins, ça prend beaucoup à Scorsese. En fait, le film est très bon, mais parce qu'il part sur des bases qui sont très bonnes, en fait. Moi, mon problème avec Joker, c'est son public. C'est que... Ah oui, bah, ça, c'est une grande chose. Partie de ça aussi, là-dedans. On a trop voulu le surélever en tant que « Waouh, c'est incroyable, le cinéma, on peut faire du cinéma social ?»
avec des super-héros. Genre c'est comme, pour moi c'est un peu le même effet que Jordan Peele, c'est en mode, Jordan Peele un jour il a fait du cinéma social, du cinéma d'horreur, les gens ont fait, incroyable le cinéma social, ça existe. Après, même moi qui aime bien Jordan Peele, enfin, faut dire, putain, George Romero, il fait. Voilà, en 68. Bah ouais, c'est ça, tu vois. Nuit des morts vivants, quoi. Joker a un peu ce même effet du style. C'est incroyable à quel point on peut parler plus de choses avec des cinémas de super-héros alors qu'en fait on peut le faire depuis la nuit des temps. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler du cinéma pseudo-cinéphile, au sens où tu vas avoir des gens qui vont arriver en mode quoi, mais Joker, c'est un peu plus que du. C'est-à-dire que c'est le genre de mec qui va vouloir être méprisant en te disant ouais, Joker c'est un peu du cinéma un peu plus, c'est un peu plus du cinéma que Marvel et tout, quoi, c'est social, sauf que tu parles de Joker. Alors qu'il y a des trucs qui ont été faits avant, etc. Oui, puis c'est des gens qui s'arrêtent un peu là-dessus. Alors que finalement, Joker, c'est quand même un film très référencé. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ce qui fait qu'il est. Moi, je l'ai trouvé bon, mais c'est parce qu'il s'appuie sur des bases qui sont très bonnes. C'est ça. Donc, c'est un film qui tend. C'est comme La La Land. La La Land, c'est un film qui ne fait que des références au cinéma antérieur. Moi, j'aime beaucoup Chazelle, alors ça fonctionne. Moi aussi, j'aime beaucoup La La Land. La La mais Land, du coup, très bien. Ne vous arrêtez pas qu'à La La Land. Allez voir de quoi s'inspire La La Land. C'est ça. De la même manière pour Joker. Oui, je suis assez d'accord sur... Je pense que trois quarts des personnes qui ont vu Joker et qui sont en mode ouais c'est trop bien, ils vont pas aller s'amuser à voir la valse des pantins, ils vont pas s'amuser à aller voir des... Voilà. Et pourtant, il faut. Il le faudrait, ouais. Et ben, c'est sur cette dernière recommandation. J'espère qu'on vous a pas trop énervé, chers auditeurs, avec les films qu'on n'aime pas. Je sais pas, en fait en face de moi j'ai pas les auditeurs, j'ai les chroniqueurs, donc... Ouais. Bon, et en tout cas, moi, vu que les absents ont toujours tort, je vais donner ma carte Joker à Owen pour la prochaine fois. Youpi! Je sais de quoi je vais vous parler. Les cheveux. Non, j'avais pensé à quelque chose dans le même style que Jérémy, mais je vais quand même essayer de... varier. De innover, ouais, de varier. Je veux dire, j'avais dit que le Joker, on peut parler de ce qu'on veut. C'est vrai. Et ben, on va parler de tout ce qu'on veut en rapport avec le cinéma quand même. Hein, ça, en plus, j'ai de la chance, parce que le Joker, ce sera le dernier de l'année. Parce que la prochaine émission sera la dernière de l'année, donc on va vous préparer... quelques petits trucs. Et d'ailleurs, elle ne sortira pas lundi, puisque le lundi, ce sera Noël. Donc on va vous foutre un peu la paix à Noël. Vous nous retrouverez non pas lundi 25, mais mardi 26. Voilà. Pour une émission bilan fin d'année, tout ça. Hein. Voilà, sur une émission plus chill. Peut-être avec un peu moins de critiques, mais vachement plus de... On va parler de tous les films de l'année qui nous ont et puis, qu'on a apprécié, je pense. Puis moi, je vais essayer de charger un peu en jeu. On va s'amuser, franchement. Voilà, c'est pour Noël. fêter la fin d'année, quoi. Le fun. Une grosse émission. Sur ce, mesdames et messieurs, nous, on va vous faire des gros bisous. Et sachez que vous pouvez toujours nous suivre sur la chaîne Spotify, Apple Music de Wishing Light Channel. On se retrouve dans 2 semaines et promis cette fois, Fred sera avec nous. Des bisous et à dans 2 semaines. Salut, à dans 2 semaines. Bisous et joyeux Noël.